Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Bienvenue à cette troisième journée du symposium sur la justice sociale à l'ère numérique. C'est le troisième et dernier jour du symposium. Il y a encore tant de choses à l'ordre du jour. Donc, je pense qu'on peut commencer directement. Je m'appelle Christiana Guiban. Je suis la présidente de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants. Bienvenue à vous tous. Et j'aimerais d'abord avoir un mot de Felipe, du secrétaire général de la Fédération de l'Association mondiale pour la communication chrétienne, WAC, de Berlin. Bonjour. L'Association mondiale pour la communication chrétienne, WAC, promeut l'idéal d'une communication pour tous et toutes, où tout le monde a le droit d'être vu et entendu dans la sphère publique pour améliorer leur propre vie, mais également la vie d'autrui. WAC est engagé pour faire progresser les droits en communication et aussi permettre un progrès social à tous les niveaux. Nous pensons qu'une communication réelle crée la communauté, renforce la participation, les libertés également, permet aux cultures de se faire entendre et permet de plaider en faveur d'une plus grande justice. Eh bien, tout ceci est évident, mais cela ne garantit pas que toutes les communautés ou personnes ont la capacité de communiquer de manière égale. Les questions d'accessibilité, d'abordabilité aussi, de diversité, de pluralité, d'appropriation, de contrôle, de représentation et de non-représentation, de vie privée et de sécurité sont importantes. Et on ne doit pas y oublier les problèmes économiques sociaux, notamment qui permet ou pas à quelqu'un d'être inclus dans ces espaces. En particulier, je pense aux groupes marginalisés, les enfants, les femmes, les jeunes hommes, toute personne persécutée dans le monde entier. Dans ce contexte et au vu du thème du symposium, à savoir la communication pour la justice sociale à l'ère numérique, voilà ce dont nous avons parlé au cours des 2 derniers jours. Nous avons entendu le Dr Hubert Charles qui disait que les forces de la démocratie et du bien-être public doivent lutter ensemble en faveur de la confiance dans l'ère numérique. Une participation numérique n'est pas un luxe, mais un prérequis pour le développement de sociétés inclusives. Nous avons entendu Goran Brodowski qui disait que les plateformes telles que Facebook ou Google ont plus ou autant de pouvoir que beaucoup d'États dans le monde, mais on ne doit rendre aucun compte. Des militants en Inde, des Philippines, de Palestine, d'Équateur et du Brésil nous ont dit comment ils travaillent d'arrache-pied pour reprendre leur place dans l'espace numérique et en donnant une voix aux exclus et en rappelant les principes de justice sociale et de bien commun. Voici autant de signes d'espoir. Nous sommes d'accord qu'un cadre est requis, qui permette et autonomise et transforme tout un chacun. Que les traditions socioculturelles et les structures de pouvoir doivent être évoluées pour qu'il y ait une vraie participation de tous et toutes dans ces espaces. Dans le contexte de l'ère numérique, nous devons avoir des principes éthiques, des réglementations qui encadrent les plateformes numériques et la communication numérique, appliquées de manière équitable et juste pour réduire tous les problèmes de caractère abordable ou accessible, et aussi qu'il y ait une surveillance, une réforme de ce qui existe. Une révolution permettrait de justement réglementer cette ère numérique pour qu'il puisse bénéficier à tous et toutes dans le monde. Donc, je remercie le WAC et tous les partenaires dans le monde entier sur ce cheminement éthique, alors que nous sommes confrontés aux difficultés et au triomphe de notre être numérique. Merci. Merci, Philippe. Nous aurons une animation maintenant projetée en ligne et nous espérons que vous l'apprécierez.
In case you would like to comment on something that is Si happening. vous souhaitez nous communiquer un commentaire, vous pouvez utiliser le cadre du symposium pour le faire. Vous pouvez utiliser le chat. The new digital technological revolution sweeping the world may be much more radical in its consequences than the previous industrial revolutions. It is changing at high speed the way we live, work, and relate to one another. It serves well some of the needs of peoples who can no longer be physically present to each other, enabling communication and working across many boundaries. But it also raises profound and uncomfortable questions about our understanding of what it is to be human. The movement away from face-to-face communication may in some instances lead to new forms of estrangement among us. We may, in the future, find ourselves able to overcome human physical and mental limitations, such that what we mean by human today may no longer correspond to what being human will be like then. Artificial intelligence, algorithms, machine learning, biological research to create more perfect human beings, the development and use of robots, all these raise new questions about human freedom and identity. The world in which we live is one marred by many kinds of injustice and by the pain of many of its people, its creatures, and even of the earth itself. But it is also a world that is witnessing movements of change, justice, and hope. What is our vision of a just digital future? We are one world and one humanity. How will we help to make it happen? Communication for social justice in a digital age. This is exactly the question of today. C'est exactement la question que nous posons aujourd'hui, à savoir comment nous pouvons redéfinir notre caractère, l'être humain, à mener plus de justice, d'espérance, où les droits humains ne sont pas protégés et la dignité humaine est à risque. Et quand on fait des êtres humains des objets et qui sont traités comme une succession de données. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une action de plaidoyer internationale. Nous devons réclamer le respect de nos droits. Ce symposium, justement, parle de sensibilisation au respect de ces droits à l'ère numérique. Nous avons beaucoup entendu parler des fake news, des discours haineux, les droits à l'information, la responsabilité de celles et ceux qui ont le monopole. Nous avons entendu parler d'accessibilité, de la différence entre les privilégiés et les groupes défavorisés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'ensemble de ces informations et nous tourner vers l'avenir. Quel sera notre avenir et comment, en tant que chrétiens et chrétiennes, militants et militantes, nous pouvons façonner cet avenir. Nous entendrons parler des meilleures pratiques, nous aurons des débats d'experts, nous aurons également des échanges entre nous, en tout cas on l'espère, et on s'intéressera au manifeste également. Tout ce qui sera dit aujourd'hui, bien sûr, est interprété. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de votre écran, un globe, et vous avez 4 langues qui sont à votre disposition, l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. Vous pouvez tout à fait poser des questions dans la messagerie instantanée. Faites-le dès que vous entendez quelque chose. Comme ça, on peut parler de tout ce qui est mentionné ici et sur YouTube également. Et si vous souhaitez ajouter des supports, vous pouvez utiliser la plateforme du symposium pour ce faire. Maintenant, je vais vous présenter le premier orateur, le secrétaire général de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants, Marcelo Leites. Il a été un défenseur de la cause pendant de nombreuses années. Il travaille en philosophie, en
travail social. Il vient d'Uruguay, mais travaille en Argentine. Il a travaillé comme secrétaire régional de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants pour de nombreuses années en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est aujourd'hui le secrétaire général. Il travaille pour la justice écologique, y compris pour le groupe de travail pour la justice écologique du COE et le groupe de Act Alliance également. Marcelo Leites, merci pour cette invitation. Je pense que c'est un moment tout à fait opportun, très productif pour moi et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme on me l'a demandé, je vais parler à l'espagnol pour vraiment contribuer à la diversité linguistique et des voix qui s'expriment. Je vais donc m'exprimer en espagnol et l'interprète poursuivra en français. Merci beaucoup aux organisateurs de ce symposium pour la justice sociale à l'ère numérique. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous. Ce processus en cours et que l'on a vu depuis 2 jours, mais qui a aussi sollicité beaucoup de travail en amont et vraiment un engagement de mouvement des églises œcuméniques et des différents partenaires pour mettre en place une stratégie vers un avenir ou un moment où notre humanité est bouleversée par des changements profonds, abrupts, qui est difficile de comprendre à court terme. Observer, reconnaître et agir sur la base de ces changements dans un contexte où le monde est frappé par la pandémie et alors qu'on est au cœur d'une révolution technologique est un impératif pour le mouvement œcuménique dans son ensemble. C'est vrai pour tout ce qui est les activités de plaidoyer politique, mais aussi dans le cadre des réflexions théologiques, bibliques et éthiques. Donc, la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants est l'une des associations œcuméniques les plus anciennes, pionnières du mouvement œcuménique. Elle a été créée en 1895 et elle sert surtout les jeunes et les étudiants et rassemble plus de 100 mouvements associés, affiliés d'étudiants dans le monde. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce matin, ou l'après-midi ou soirée, cela dépend où vous vous trouvez, c'est le désir de vraiment débattre de certaines visions de l'avenir en matière de justice sociale à l'ère numérique. En tant que membre d'une coalition, d'une famille œcuménique internationale, nous avons entendu des débats très fascinants, très intéressants ces 3 derniers jours, en tout cas ces 2 derniers jours. Et vraiment, j'ose imaginer que bon nombre d'entre nous ont découvert à quel point le monde est complexe, le monde des relations qui existent entre les technologies à l'ère numérique, les plateformes numériques, les big data, les algorithmes, les réseaux sociaux, les médias, et bien sûr aussi les conséquences que cela a eues sur nos relations sociales, économiques et politiques. Et que ce soit du côté du progrès, mais aussi dans d'autres évolutions qui ne sont pas positives pour la majorité des habitants de cette planète, pour ce qui est de leurs droits en tout cas. Avant toute chose, j'aimerais éclaircir quelque chose. Je ne suis pas un expert en matière de technologie numérique ou de communication numérique. Mais en tant que représentant d'une fédération où je travaille et à laquelle j'appartiens, nous avons commencé à débattre de ce sujet avec un nouveau plan stratégique en vue de l'année prochaine. Et c'est un plan très important pour l'avenir, surtout pour les jeunes et les étudiants. Donc, surtout voir comment l'action sociale a évolué sur fond de ces nouvelles technologies et l'évolution des moyens de communication. Et Internet a transformé notre monde il y a 20 ans dans tous les sens du terme. Néanmoins, les plateformes numériques massives sont arrivées et c'est vraiment elles qui ont enclenché cette transformation radicale qui nous amène au débat que nous avons aujourd'hui, au questionnement qui nous anime et le monde dans lequel nous vivons. J'aimerais planter un décor global, qui est plutôt ma compréhension, on en parlera plus tard, on pourra en débattre. C'est plutôt des questions d'ordre général que je vais poser plutôt que de
réponse finie, en tout cas. Le premier point concerne l'accent que je mets sur le modèle commercial et non pas le progrès technologique en soi, plutôt comme on dit en anglais, le business model, le modèle économique. À l'ère du capitalisme numérique, la vigilance, le contrôle, la manipulation aussi, surveillance et les conséquences là sur notre vie privée et notre vie intime. Et les êtres humains ne se trouvent plus au cœur du processus en tant que sujet ou objet de consommation ou consommateur. C'est ce que l'on pensait de manière traditionnelle dans les relations commerciales, mais plutôt dans ce capitalisme numérique ou dans cette ère numérique des grandes plateformes, les personnes font partie finalement d'un flux commercial. Le produit est notre information. Donc, à cette ère de l'information et des plateformes numériques, nous sommes le produit. Le perfectionnement, la mise à jour, l'amélioration permanente de ces plateformes ou des services numériques qu'elles offrent et dont nous sommes les clients, les consommateurs, n'a pas d'autre objectif que d'améliorer le champ dans lequel le produit peut être affiné pour être de plus en plus rentable, réduire les coûts, etc. En général, les grandes corporations tirent leur épingle du jeu. Les gouvernements, les agences sont concernés, pas uniquement le monde privé. Des espaces qui ont besoin ou recherchent nos données. Cela bouleverse complètement notre vision contemporaine des choses, à savoir comment ces interactions se font. Les informations sur tout ce que l'on fait passent de main en main, donc à travers des serveurs qui sont capables, vous l'avez entendu, grâce à des algorithmes ou grâce à l'intelligence artificielle, de prédire enfin, en tout cas de penser à notre place et prédire ce que nous voulons. Dans ce sens, la question serait, si nous sommes le produit finalement, nos données, nos goûts, nos préférences politiques, nos activités militantes, activités sociales, notre emplacement en temps réel, etc., est-ce en sécurité par rapport à une élite qui contrôle ces flux d'informations? Non, non, on ne peut pas parler qu'ils sont en sécurité. On parle des biens et des services. Les algorithmes apprennent en permanence quelles sont nos préférences. Ils peuvent prédire donc ce que l'on veut acheter ou ce pour qui on veut voter. Quelles idées ou choix politiques nous avons. Ils sont aussi capables, ces algorithmes, de manipuler les informations que nous recevons en servant des intérêts bien au-delà de ce que l'on pense, les intérêts économiques, le pouvoir réel. En fait, il s'agit d'une... Enfin, plutôt, cela amène la question de comment on modèle notre manière de penser, d'agir, de sentir selon les préférences du plus gros acteur, on va dire. Et cela pose des questions très complexes d'éthique, mais aussi une question théologique. Et je vais laisser cette question ouverte, en tout cas pour un débat. Est-ce que la liberté est en jeu dans cette ère numérique ou pas? Voilà, en tout cas, si l'on met de côté, on sait qu'il y a un impact sur nos préférences personnelles, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un impact sur le collectif, concrètement. Imaginons que nous sommes des usagers. Voilà, on reste dans le statu quo et nous ne sommes pas dangereux, nous ne faisons pas de vagues. Mais que se passe-t-il pour une personne qui risque sa vie au quotidien pour une cause? Défendre le droit des peuples autochtones, défendre le droit de personnes qui se retrouvent sous le coup de menaces. Que se passe-t-il pour cette personne-là? Eh bien, elles sont constamment sous surveillance. Nous sommes constamment sous surveillance. Imaginez les personnes qui défendent des causes, qui mettent donc même leur vie en péril. Dans certains cas, le caractère religieux des plateformes numériques a
mener les personnes à croire que l'on peut arriver à un monde où il n'y ait pas de dépendance et que l'on soit dépendance au niveau professionnel et que l'on soit soi-même auto-entrepreneur dans nos vies. Donc, c'est un peu le caractère libérisation de l'économie, comme on le dit, l'alternative collaborative. Et c'est devenu un modèle de plus grande flexibilité, mais aussi de plus grande précarité de l'emploi. Et j'aimerais parler de l'avenir de ce monde du travail à cette nouvelle révolution, en tout cas, quatrième révolution industrielle, si je puis dire. Dans ce sens, on peut conclure qu'à l'ère numérique, l'avenir des décisions de l'emploi, de la vie privée seront exposées à une surveillance, à un contrôle hégémonique selon une logique posée par les personnes qui les contrôlent pour faire de meilleurs consommateurs. La surveillance dont nous sommes l'objet, dans ce que l'on souhaite et ce que l'on achète, etc., est l'objectif, justement. Deuxième point que j'aimerais vous présenter pour bien comprendre l'enjeu du débat, c'est les conflits des hégémonies dans les domaines économiques, religieux, médiatiques et politiques. Et cela a à voir avec ces différents en matière de discours, bien sûr. Et je vais expliquer. La non-réglementation des technologies, des plateformes numériques à travers ces outils qui ne sont pas dépourvus d'idéologie, puisque dans les modèles économiques, il y a des modèles économiques, ont lancé des discours conservateurs et néoconservateurs, ce qui a permis la création de ces espaces. En fait, les réseaux s'y sont tissés, mais bien au-delà des réseaux sociaux d'ailleurs. Un exemple, par exemple, il y a eu des questions éthiques qui sont posées, qui n'étaient pas précédemment débattues. Et on en a parlé il y a 70 ans. Et ça nous ramène à 70 ans en arrière. Et cette question des droits humains a été de nouveau remise en question par ces différents groupes sur les moyens de communication hégémoniques et les réseaux sociaux. Ce qui diabolise un peu les progrès technologiques, mais pas uniquement, ça accompagne un certain modèle économique. Mais les moyens de communication, il y a une certaine manipulation, mais pas uniquement. Ils essaient aussi de ces acteurs de se placer dans un marché numérique. On pense aux lobbies économiques et les groupes extrémistes, conservateurs, etc., le pouvoir réel. Tous ces mouvements fondamentalistes, extrémistes, les organisations qui favorisent les théories de la conspiration, les théories du complot, les groupes anti-science, anti-establishment, comme on dit, ont trouvé dans ces technologies l'absence de réglementation un champ libre à leurs actions et pour diffuser des discours traditionnels, pour aller dans ces discours traditionnels et transformer et aller bien au-delà de ce qu'ils voulaient dire. Pour ce qui est du langage, le pouvoir de créer un langage propre est quelque chose d'assez important. Ces groupes extrémistes commencent à utiliser des mots, des concepts qui étaient auparavant utilisés par des mouvements progressistes et en faveur de l'émancipation de certains groupes. Il y a 20 ans, c'était impossible. Je vais m'attarder là-dessus. Qu'un militant d'un parti d'extrême droite ou fondamentaliste s'auto-désigne comme un rebelle ou un révolutionnaire, alors qu'il disait mort aux États. Aujourd'hui, le langage d'émancipation a été, on va dire, séquestré par bon nombre des mouvements ultra-conservateurs. Et on pourra en revenir là-dessus plus tard. Mais on doit se réapproprier ces langages dans le mouvement œcuménique et progressiste qui a associé le bien-être des personnes. La surreprésentation de ces discours sur les plateformes sociales et les médias traditionnels on va en faveur d'une propagation d'un fascisme numérique qui est complètement décomplexé.
ces nouvelles idées que l'on voit sur les réseaux sociaux s'emparent de l'espace public réel, territorial, les rues. On en appelle à des marches qui sont pour la misogynie contre les migrants, contre les réfugiés, et qui disent mort à l'État. On voit que ce fascisme sur Twitter devient un réel danger pour toutes les personnes concernées. Aujourd'hui, ce mot rébellion chez les jeunes prend la forme, par exemple, des anti-vaccins ou théories du complot, etc. On est rebelle aujourd'hui sous ces termes, on va dire, et s'empare de l'espace public et le revendique. Ou alors contre toute personne qui a un rôle pour le bien commun, où l'État est présent. Et tout cela est appelé communisme. Et tout le monde se revendique de ce côté. Et bien souvent, chez moi, en Amérique latine, je le vois dans le Sud en général, lorsque l'on parle des Nations Unies ou plus récemment, lorsque l'on parle de l'OMS, c'est le cas. Et quand on commence à penser de manière radicalisée, en montrant que l'on veut être différent, eh bien, tout ce qui est différent de cette pensée devient un ennemi. Et ces outils numériques ne sont pas neutres finalement, parce que d'une certaine manière, elles sont soutenues par les personnes qui payent, à savoir les clics, les usagers qui cliquent. Un parti politique, une entreprise, un mouvement, une fondation, s'ils souhaitent promouvoir leurs valeurs, on l'a vu dans bon nombre de pays et dans la région, en Colombie, au Brésil, aux États-Unis, on en a beaucoup d'exemples. Et je ne peux pas imaginer une église, une organisation de mouvement œcuménique avoir cette représentation sur les médias sociaux, puisqu'elle ne peut pas payer pour tous les clics. Elle n'a pas les moyens de payer cette propagande pour diffuser des valeurs qui défendent le bien commun, comme le font par exemple les fondations qui ont cet objectif, les fondations pour la liberté qui ont des petites organisations satellites dans le Sud. Et pour pouvoir positionner et défendre leur discours économique, politique, religieux. Pour parler des idées à venir, l'une des hypothèses est d'ouvrir donc le débat et de rappeler que les technologies ont certes modifié la vie de bon nombre de personnes, ont amélioré la vie de bon nombre de personnes, nous ont connectés les uns aux autres, ont amélioré notre accès à l'information, sont favorables à une plus grande transparence, amélioré les services de santé, et ont amélioré la qualité de vie d'une certaine manière. La présentation que j'en fais aujourd'hui, ce n'est pas une question d'apocalypse ou l'apagon numérique, technologique, non, mais on doit vraiment imaginer concrètement l'avenir pour poser certaines limites éthiques, pas uniquement pour défendre la vie privée de l'individu, mais aussi qui ont un trait à la dignité de l'ensemble du collectif. Premier point donc, qui ferait l'objet d'un débat lorsque l'on pense à l'avenir, c'est que je pense que nous devons ériger des contre-discours qui doivent être puissants, transformatrices. Les discours anti-système, les théories du complot, de type extrémiste ou fondamentaliste, sont surreprésentés sur les réseaux dont on a parlé. Et aussi utiles pour les médias hégémoniques traditionnels et sont finalement une sous-culture de ces discours hégémoniques qui ne sont pas vraiment voilà, ils ne sont pas à l'origine d'une transformation réelle. Il faut lutter contre ces discours hégémoniques en utilisant donc le discours propre aux nouvelles technologies et contre une nouvelle forme d'extrémisme et de fondamentalisme qui mettent en danger tous les systèmes en défendant des principes éthiques, de droit et de science. C'est vraiment quelque chose qui revient au mouvement œcuménique.
Autre point pour l'avenir, c'est la concentration de la richesse et des inégalités dans le sillage de ce développement technologique. Et les plateformes numériques et les économies, il faut reconnaître les inégalités exacerbées qui sont donc, comme je l'ai dit, conséquences de ce capitalisme numérique. Et il y a donc des grandes entreprises technologiques qui ne font que creuser les inégalités. Il n'y a pas suffisamment de diversité dans la communication et son accès. Dans les 5 grosses entreprises de technologie, commerce électronique, transport, notamment, ont concentré avant la pandémie plus d'argent que 3,5 milliards de personnes dans le monde. La pandémie a bien sûr renforcé encore ces écarts. Il nous faut une transition juste, équitable, transparente. J'aimerais parler de la méritocratie et l'aspect religieux de l'ère numérique. Et cela fait partie du discours économique. L'idée que nous puissions tous être entrepreneurs de nos propres vies va au-delà du monde numérique. Et on le voit dans le développement de ces startups, des entrepreneurs, etc. Et nous devons en parler, c'est impératif. Une discussion multidisciplinaire, une coalition économique multidisciplinaire qui se base sur des principes technologiques et le plaidoyer permettra des transitions justes dans le marché du travail dans le cadre de cette, comme je l'ai dit, 4e révolution industrielle. Avec le remplacement des travailleurs par les éléments cybernétiques, les algorithmes, etc. Autre point, pour l'avenir, c'est un système intégral qui garantisse les droits fondamentaux des êtres humains. Cela doit inclure pas uniquement la lutte pour la vie privée, ce n'est pas une question uniquement de nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi le droit à pouvoir disparaître des serveurs, le droit à la diversité, ne pas être persécuté, suivi sur ces serveurs, etc. Mais je pense aussi tous ces droits sociaux, économiques et culturels, non-discrimination, l'accès à la culture, et qui puissent mettre en avant le côté collectif et refuser aussi l'idée que le premier arrivé est le premier qui dicte les règles. Cette idée un peu romaine des pionniers des plateformes numériques, des espaces technologiques et numériques qui s'autorégulent eux-mêmes. Non, il faut avoir une réglementation numérique qui soit inclusive, participative et qui défende la paix et qui refuse tout discours de haine. Une approche œcuménique devrait donc promouvoir une législation qui permette un droit à l'information respecté pour tous, qui respecte les droits fondamentaux les plus importants. Et cela, avec une action prophétique, une action urgente, dans un monde qui évolue avec des millions de clics à la seconde. Pour finir, et c'est l'une des préoccupations que nous partageons, il me semble, c'est le fait d'éviter essayer de ne pas avoir cette idée de capsule numérique, de cet isolement numérique. Les églises et les organisations œcuméniques et les organisations d'inspiration religieuse ont un rôle clé à jouer dans ce monde post-pandémie pour pouvoir créer la communauté de personnes. Frères et sœurs, il faut recommencer à se prendre dans les bras, partager des idées, relancer une époque où la nouvelle normalité ne soit pas ce qu'on a connu, qu'il y a un avenir en ayant foi dans l'évolution positive des technologies, mais vraiment pour redire qu'un autre monde est possible, qui ne soit pas le normal avant la pandémie, puisque finalement, ce n'était pas une normalité acceptable. Et les moyens, ni les plateformes, ni les moyens de communication numériques, plateformes économiques, sociales, etc.,
ne doivent pas jouer ce rôle-là. Elles ne doivent pas remplacer les relations interpersonnelles. Et nous pensons tout est à portée de main avec le commerce en ligne, pour tout ce qui est achat en ligne. Nous avons appris à travailler depuis chez nous. Mais quels sont les coûts de tout cela pour l'avenir des jeunes, par exemple? Pour toutes les personnes touchées par la pandémie, et même la vie communautaire des organisations et des églises. Nous devons éviter cet isolement numérique qui ne nous pousse qu'à être de plus en plus individualistes et isolés. Et en outre, et c'est le plus important, ça démobilise notre mobilisation économique œcuménique. Donc, le point d'espoir que je veux dire, c'est qu'on doit se rendre compte que le monde ne fonctionne pas, qu'on n'a pas pu rendre la dignité à la plus grande partie des personnes. Non, ça doit être une aspiration à une transformation qui mette la justice au cœur, qui cherche l'unité et via une égalité, une équité entre toutes les personnes. C'est urgent, nécessaire à cette ère numérique que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup et je m'excuse d'avoir un peu dépassé mon temps de parole. Thank you so much, Marcelo. I'm very Merci beaucoup, Marcelo. Je pense que nous devons être optimistes et être sûrs que nous allons pouvoir construire quelque chose ensemble. Et je suis d'accord avec vous lorsqu'il s'agit du rôle de l'Église et de la coalition œcuménique pour tout simplement mettre en avant nos valeurs. Donc, merci à vous. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Tena Pakovic pour sa réponse. Elle est originaire de Serbie, spécialisée en théologie, et elle a étudié à l'Institut de Bruxelles. Elle a travaillé à l'Université de Genève, à l'Université Alexander. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Mais je veux dire que c'est vraiment difficile de prendre la parole après des intervenants aussi brillants, mais je vais essayer, en tout cas pour ma part, de partager avec vous ce que je connais. Donc aujourd'hui, il est difficile d'évoluer sans le monde numérique, sans les dispositifs mobiles. Nous vivons dans un monde où les médias sont partout et nous sommes colonisés par la technologie. Toutefois, il est bien sûr impossible d'y échapper, même si on le souhaite. Aussi, il y a une question importante sur la manière dont nous avons évolué dans ce monde et la place de Dieu. Qu'est-ce qu'une bonne vie? À quoi ressemble-t-elle? Et comment pouvons-nous trouver la sagesse de prendre des décisions qui nous permettra de parvenir à cette bonne vie pour nous, pour les autres, alors que nous devons gérer notre foi dans les espaces en ligne et hors ligne et les frontières qui existent entre ces deux espaces. Les technologies et les médias sont façonnés par les personnes et ils ont un impact sur nos relations entre les personnes. Et ces technologies sont également le fruit de la créativité humaine qui peut, comme je le disais, aussi avoir un vrai impact sur les relations. Aussi, que devons-nous faire? Tout simplement se réveiller. Qu'est-ce que cela veut dire, se réveiller? Cela veut dire exister. Est-ce que ça veut dire accepter le système tel qu'il est, avec ses côtés positifs et négatifs, et l'impact qu'il a pour les citoyens? Mais nous devons aussi penser à toutes les personnes qui n'y ont pas accès, certaines communautés qui sont plus marginalisées ou plus pauvres. Lorsqu'un algorithme
pense bien, alors c'est une bonne chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il nous faut aussi réagir lorsqu'il y a des violations des droits humains. Aussi, comment pouvons-nous sortir de ce cercle? J'aurais deux suggestions à cet égard. Tout d'abord, nous pouvons jouer un rôle actif pour façonner de nouvelles orientations, de nouvelles directions. Aussi, nous devons changer nos mentalités, ne plus être des observateurs passifs et devenir des observateurs actifs. Et si nous pensons à la force et à la puissance de technologie, parfois nous oublions aussi que ces technologies commercialisent, achètent, vendent bon nombre des données qui sont collectées via ces technologies. Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenant, pour nous reconnaître que les institutions et les organisations ont le pouvoir de façonner cette révolution dans une direction, celle que nous pouvons choisir. Aussi, pour revenir à cette approche, nous devrons plutôt être à l'avant-garde de ce changement plutôt que de nous adapter, et ce, avec l'aide des différentes communautés. Deuxième point, nous devons aussi reconnaître que ces questions ne pourront pas être résolues tout simplement avec une meilleure formation ou un meilleur contrôle. Les technologies ne sont en aucun cas neutres, elles sont façonnées par nos croyances, nos perceptions du monde. Et plus les technologies sont puissantes, plus nos responsabilités sont grandes pour s'assurer qu'elles sont bien conçues, bien déployées et bien utilisées, et que parfois elles peuvent aussi aller au-delà de nos valeurs. Donc, pour ce faire, il nous faut vraiment adopter une nouvelle approche, aussi agir pour pouvoir empêcher la toute-puissance, certaines de ces technologies. Et cela pose bien sûr bon nombre de défis, de questions, notamment quand une crise se produit. Une formation doit pouvoir permettre d'avoir accès à toute une série de bonnes pratiques pour les différentes organisations. Il faut aussi penser aux considérations éthiques par rapport à cette technologie, l'intelligence artificielle, l'aspect commercial. Aussi, au fur et à mesure que nous avançons dans un monde toujours plus complexe, nous devons nous souvenir de la chose suivante. Toutes les technologies, y compris l'intelligence artificielle, vont être utilisées pour le bien et le mal des uns et des autres. Aussi, nous devons nous engager et faire utilisation de la sagesse. Merci à vous. Merci beaucoup, Diana. Merci pour ce discours plein d'inspiration et j'espère que nous allons pouvoir vraiment être à la hauteur de ces défis et emporter bon nombre d'enseignements de ce symposium. Je donne maintenant la parole à professeur Anita Kutte, qui est professeure associée à l'université en Afrique du Sud. Elle a travaillé dans le domaine de la spiritualité, congrégation, mais également dans les médias. C'est également un superviseur pour des étudiants. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Yes. Okay, I'm sure you can hear me well. It's definitely a pleasure for me to participate in this. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire. D'ailleurs, sans la technologie, nous ne pourrions pas être en contact. Donc, c'est là une illustration de ce que les technologies peuvent faire. Mais j'aimerais, pour ma part, donc, revenir à certaines des interventions qui ont été faites ici.
En tout cas, je sais que au fur et à mesure de la journée, nous allons continuer à réfléchir sur la nature de technologie, pas seulement les produits, leur utilisation, mais qu'est-ce que ces technologies incluent. Car ça va bien au-delà des outils que l'on utilise pour, par exemple, se connecter ou échanger. Et il faut bien sûr aussi prendre en compte certaines dimensions comme l'espace de moins en moins grand donné à l'humain dans ce monde. Donc voilà, vraiment penser à ces technologies euh, en tant que résultat, en tant que produit, voir aussi qu'elles ont un impact sur nous à différents niveaux existentiels, sur notre identité, sur ce que nous souhaitons devenir, nos rêves, nos espoirs pour l'avenir. Knowing more about ourselves than that we know about ourselves, but also on the other side, it's also forming and shaping our Et c'est ce que je disais, donc vraiment, c'est tout ce pouvoir, cette manière dont elle façonne nos rêves, nos aspirations. Donc, il est vraiment important d'y réfléchir. Donc, on ne peut pas seulement dire que les technologies sont là de manière complètement inoffensive. Non, il y a vraiment, d'une part déjà, une utilisation très déséquilibrée des technologies, hein, selon les accès, les communautés, les personnes. Et il suffit de s'intéresser aux vies, à l'impact que les technologies peuvent avoir. Parce qu'au même titre qu'elle peut aussi aider les communautés, elle peut aussi les détruire, hein, cette technologie. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons travaillé sur ces valeurs et sur ces termes numériques. Nous avons étudié, regardé les plateformes. Et nous avons poursuivi notre réflexion d'un point de vue scientifique. Donc, tout simplement, déjà, prendre en compte certaines de ces croyances que la technologie va changer la vie dans toutes les sphères, et ce, pour de bonnes intentions. Mais vous savez, parfois, il y a beaucoup de choses vraiment que l'on considère comme acquises. Et comme je le disais, parfois on pense souvent que ces technologies vont changer nos vies, et ce pour le meilleur des mondes. Alors cela parfois est parfois vrai, car lorsque nous pensons aux technologies, à ce qu'elles ont fait pour permettre aux gens de se connecter, pour permettre aux gens de se retrouver. Donc c'est vrai que oui, dans ces cas-là, elles ont vraiment eu un impact sur les personnes. Mais voilà, vous voyez, donc on a fait tout ce travail, tout ce recul. Et donc, c'est toute une question et un travail de compréhension que nous avons fait. Donc, parfois, on a une compréhension un peu simple qui peut aussi nous confondre. Et il faut aussi penser à la manière dont les technologies sont maintenant ancrées dans les structures sociales existantes, dans les institutions et tout simplement dans notre culture. Donc, vous savez combien
la politique se base aussi maintenant sur ces technologies. trying to reach us in terms of the next election. In the institutions, also in churches, it was interesting how churches actually Et par ailleurs, il est intéressant de voir aussi technology during this time. le rôle, la place des églises. Because it's the only way to save, hopefully save the church in staying in contact with their members. But also looking back now, they realize it's also not doing that. So it's always this ambiguousness. Voilà, il y a toujours un peu, si vous voulez, cette ambiguïté entre ce que l'on attend des technologies, ce qu'elles vont produire, je dirais. Those are things that people live by, people that sort of inform their behavior, inform their future orientation. But I think there's values with encoded, I would say, within technology. Et comme je le disais, vraiment, il faut toujours prendre en compte, savoir que la technologie encourage certaines valeurs, donc des valeurs qui sont inscrites, en tout cas qu'elle va assimiler, mais elle expose aussi certaines valeurs de l'humanité, de la société. We actually also bring to the fore what we believe and who we are, what is our values. C'est une manière aussi de montrer qui nous sommes. On justice is very big. I think in Donc vraiment, previous revolutions, ces défis, en tout cas, qui sont posés à la justice sont vraiment importants. Donc c'est vrai que nous avons vu énormément d'opportunités qui sont nées au cours de ces années. La sophistication de ces technologies. it's not like it's slightly, it's actually very forceful in terms of how it's developing. We can't take for granted and we need to sort of Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas considérer comme évidentes, comme acquises, tout simplement parce qu'elles sont là, parce qu'elles existent. technology is so sort of enhance so many things. Why do we still have so many injustices? That's a big question for me. Donc, il faut penser à ces injustices que parfois elles peuvent créer. Donc, dans un premier temps, il y a des défis qui sont posés, les défis dilemmes éthiques, hein, l'identité, aussi les valeurs qui sont promues par la technologie, le fait d'être heureux, l'immortalité, la divinité. Et comment participer, quel rôle nous pouvons jouer dans la formation des personnes, connaissance et technologies, l'éthique, mais aussi jouer un rôle de co-responsabilité pour la société, le monde, effectuer des recherches avec d'autres institutions, engager une conversation intergénérationnelle. But where does this go over to being beyond human? And I think we need to sort of this transition here. Donc c'est vrai que c'est toute une transition que nous devons maintenant mettre en place, engager un moment de réflexion, de comprendre comment avancer. Et je dirais que s'il y a une chose dont nous avons vraiment besoin, c'est d'être concret dans notre approche. Mais on peut aussi voir tout le côté positif que cela peut apporter dans une société. Dans une société, par exemple, il y a aussi éventuellement beaucoup de chômage. Je pense à l'exemple de l'Afrique du Sud. And then I'm sure you know about Harari, the historian that talks about those three books that he has written, and he talks about the agenda that human has because of this technology advantage is to say that we want to be happy and we want to be immortal, and that actually makes us. Et après, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à nos aspirations pour la vie, à notre approche, à la manière dont nous pouvons évoluer, dont nous pouvons servir la vie. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir essayer de s'adresser au plus grand nombre de personnes possible. Pour ma part, je suis chrétienne, alors j'ai une certaine vision, perception des choses. Donc, dans nos formations,
Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte, donc déjà, comme je le disais, hein, prendre cette co-responsabilité pour la société, le monde auquel nous participons et que nous créons aussi. Nous utilisons ces technologies. Donc, nous les co-créons. Ce n'est pas seulement les personnes qui les ont créées, mais nous sommes aussi concernés parce que nous les utilisons. Et bien sûr, engager des partenariats, travailler avec les institutions, les idées, faire des recherches et mettre en place un dialogue intergénérationnel. Vous savez que les jeunes gens sont ceux qui sont nés, qui évoluent dans ce monde numérique. Ils ont aussi les connaissances et les compétences, donc il faut vraiment pouvoir se baser, travailler avec eux. Et pour terminer donc, ma dernière diapositive, tout simplement quelques questions d'orientation pour la réflexion et l'action. Mais je vais devoir m'en tenir ici parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Merci à vous en tout cas de m'avoir donné la parole. Thank you, Professor Anita Klute. I think Merci Anita Klute. C'est vrai que c'est intéressant de relever ce dialogue entre les technologies et l'éthique, l'Église et les organisations peuvent vraiment jouer un rôle important, bâtir des ponts entre elles. Donc c'est vraiment très important et très intéressant d'avoir relevé ce point. Et aussi pour le dialogue intergénérationnel, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici. À présent, j'aimerais maintenant vous inviter à poser des questions, aussi bien sur le chat ou sur YouTube. Et j'aimerais maintenant démarrer avec la première question pour Marcelo. Alors, comme ce défi est vraiment en lien avec un monde libre dans lequel le rôle des églises est de plus en plus restreint, comment pouvons-nous réagir? Comment pouvons-nous agir? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je dirais que le rôle des églises est en lien avec ce que disait Tiana ou professeur Anita. Et puis je pense aussi à tout ce travail d'incidence, de plaidoyer qu'il faut pouvoir mettre en place, proposer avec les différentes instances, le contrôle des algorithmes qui avait été aussi évoqué précédemment et d'une meilleure réglementation qui ne va pas tolérer la violation des droits ou qu'un algorithme cyberphysique ou toute intelligence artificielle puisse déterminer ce que l'on va faire, quelles seront les prochaines étapes, disons. Mais aussi, c'est de savoir comment utiliser nos données pour mieux les appréhender. Je suis un spécialiste en technologie, donc je m'intéresse aussi à différents types d'analyses et surtout, je vois combien les personnes peuvent être manipulées. On le voit aussi dans le cadre de la pandémie, toutes les difficultés que nous avons pu avoir au niveau économique, au niveau de la santé. On va voir vraiment quelle a été la manipulation de ces données. Et ce, à partir donc, des informations et pour pouvoir prendre des décisions politiques. Je ne veux pas dire qu'il n'y a eu que de la manipulation, mais il a été démontré
que ces prédictions ou que toute intervention d'un parti politique ou autre, hein, et donc tous ceux qui vont de cette manière pouvoir influer. Donc vraiment, je dis pour résumer parce que je suis allé un petit peu loin, je dirais que les églises ont vraiment un rôle important de réflexion, de théologie et de faire tout un travail de plaidoyer avec des professionnels en matière de numérique, tout simplement. Il s'agit de proposer produire des politiques basées sur une réflexion éthico-théologique. Merci. Thank you a lot, Marcelo. I think Merci, Marcelo. Je pense que l'aspect de l'émancipation est vraiment fondamental, effectivement. Et si j'ai bien compris, enfin, en tout cas, si je vous ai bien compris, les organisations ecclésiales et religieuses en général peuvent être ce point de rassemblement où l'on peut avoir ce type de débat. Prochaine question pour Anita. La personne pose la question jusqu'où vont les enjeux actuels et quel espoir y a-t-il pour les travaux de réconciliation et ecclésiaux? Réponse. Question intéressante. Je pense que les aspects interreligieux sont importants et il faut qu'on puisse trouver notre voie en tant que communauté religieuse dans le monde actuel. Ce dont je n'ai pas parlé justement, c'est comment les cadres théologiques peut-être inadaptés face aux enjeux, puisque parfois on ne peut même pas les définir, ces enjeux. Marcelo l'a dit, puisque bon nombre d'entre nous n'utilisons pas tellement les technologies et on essaye de réfléchir, car nous avons une responsabilité dans cet espace. Et lorsque l'on se rassemble, qu'on échange, on voit qu'ils partagent leurs préoccupations communes. Je pense que là, on voit que l'on peut vraiment abattre des barrières de manière plus puissante. Donc, il y a des choses à faire en matière de réconciliation et aussi en matière de diversité, puisque les personnes de religions différentes peuvent interagir et vraiment apprendre beaucoup de choses entre eux. Voici ma réponse à la question. Merci. Thank you so much. So again, we have Merci beaucoup. Donc, nous avons de nouveau les travaux interreligieux comme point de rassemblement. C'est une conclusion intéressante et cela nous permet peut-être aussi de nourrir nos réflexions pour l'avenir. Tiana, une question qui vous est destinée également, car c'est quelque chose que vous avez parlé, vous avez dit dans votre présentation, le rôle actif que les institutions et l'Église doivent prendre, un élément qui vous semble capital. Ma conviction est que l'on considère les églises ou les organisations, n'oublions pas que ce sont des organismes vivants constitués par les paroissiens. Et il s'agit donc de considérer ces personnes des personnes qui peuvent amener de nouvelles idées. On ne peut pas s'attendre d'une église qu'elle donne quelque chose et qu'elle produise quelque chose qui n'est pas fait l'objet d'un débat préalable avec ses paroissiens ou ses membres. C'est le cas pour toutes les religions. Donc, lorsque l'on rassemble les gens, lorsque l'on a un échange d'idées à tous les niveaux, ce sera très intéressant. Cela permettra de le faire au niveau des organisations. Lorsqu'on a des contacts comme maintenant, et c'est peut-être mieux si ce n'est pas par écran interféré et que l'on mélange des gens de contextes et d'origines différentes, on voit qu'il y a un rapprochement entre ces personnes et c'est ce qu'a dit Anita. Et je pense que ce sera vraiment très, très important pour les dialogues à venir. Merci beaucoup pour cette perspective.
Nous avons aussi des commentaires qui ont été publiés dans la messagerie instantanée. Je vais les lire et si vous souhaitez émettre un commentaire, levez peut-être votre main. Masse critique est vraiment un obstacle majeur. Je vois beaucoup de plateformes qui essayent d'être une alternative à Facebook comme les alternatives à Google. Vous vous rappelez de Google+, mais vous ne pouvez pas avoir la masse critique suffisante pour être efficace. Et je pense que c'est plus facile d'avoir des messages pair de pair que des plateformes plus grandes. Ou de nouvelles plateformes comme TikTok, soit sont rachetées et détenues par détenues par des grosses entreprises dont les pratiques sont questionnables. Quels sont vos commentaires? Je pense que cela a été écrit quand Marcelo s'exprimait. Vous parliez de la question des monopoles. Look for a plan B and to not just simply Comment envisager un plan B et ne pas juste accepter ce qui est, avec des processus d'émancipation également? Je lis le message qui a été publié. Je le relis. Je n'ai pas d'opinion qui soit suffisamment positive ou complète par rapport à ces plateformes. Il me semble que lorsque je parlais du plan commercial de ces plateformes Google, Facebook, Amazon et quelques autres qui sont les plus grandes, je dirais que elles vont finir par dévorer l'industrie dans son ensemble. Et là réside le problème. Cela a des répercussions, pas uniquement pour les services donnés, puisque rappelons que ces services sont des lieux où on doit être de plus en plus développé pour être de plus en plus rentable. Ce que ces monopoles génèrent, en fin de compte, c'est un contrôle qui dépasse les frontières, la transnationalisation des décisions dans ce monde numérique, parce que ces pionniers numériques doivent faire l'objet de réglementations. Je ne sais pas comment cela fonctionne en interne, mais ce que je peux dire, c'est que peut-être que l'une des inquiétudes aujourd'hui ou des préoccupations, c'est que les usagers qui payent pour l'information fournie par ces plateformes, qui sont aussi de grandes corporations, ils ne sont plus intéressés par la démocratie même. C'est surtout un moyen de développement économique. Ils se rendent compte que dans les processus, les régimes autoritaires plutôt, ou dans les processus de déstabilisation, les produits offerts ou les actions qu'ils détiennent dans les entreprises nationales se poursuivre même s'il n'y a pas de démocratie. Donc, c'est ça le processus, c'est une accumulation de pouvoir par ces grandes plateformes qui sont transfrontalières, donc. Et ça ne les intéresse pas de faire l'objet de réglementation, on ne s'intéresse pas du développement local ou d'un processus démocratique quelconque. Je me souviens qu'il y a eu un coup d'État en Bolivie et nombre d'entreprises ont fêté le processus et ont augmenté leurs actions. Eh bien, la démocratie finalement n'est plus une condition sine qua non pour les grandes entreprises et pour qu'elles opèrent leurs services et aussi pour tous les intermédiaires du processus. Je dirais que je m'oriente vers ce côté, une accumulation de pouvoir, d'informations, de pouvoir monopolistique d'une part et d'autre part des corporations qui finalement qui se développent, grossissent sans qu'il y ait un quelconque souci de réglementation. Elles n'en ont pas l'intérêt d'ailleurs.
et qui ne s'intéressent même pas qu'il y ait une démocratie là où elle se développe. Merci. Merci, Marcelo. Anita, je vous rends la parole, puisque vous en avez parlé. Vous avez parlé d'un dilemme éthique et qu'il faut identifier les valeurs. Je pense que cela est une manière de rebondir sur ce commentaire. J'ai oublié la question à l'origine de la réponse de Marcelo, mais nous sommes en plein développement des choses. On essaie encore de comprendre. Ce dilemme n'est pas facile à dénouer. Je me souviens de mes études. Il fallait choisir entre deux mauvaises options, si je peux dire, du côté éthique. Justement, il n'y a pas une manière unique chrétienne de voir les choses. Et nous n'avons pas une réponse idoine à chaque situation. Et dans le chat, j'ai vu qu'il y a quelque chose d'important et très important, c'est qu'il y a cette peur apocalyptique. Les gens qui disent, voilà, nous sommes à l'apocalypse, la fin des temps. Et comment l'Église s'est révélée dans cette pandémie? Nous avons appris des choses des deux membres, comment ils ont intégré le message biblique. C'est difficile à y répondre même du point de vue chrétien. C'est une question difficile. Il y a des perceptions scientifiques à cela. Mais il y a un besoin de réponse. Les personnes ont besoin de réponse. Donc, lorsque nous lions les réponses de certaines personnes viennent de contextes très différents, voilà, alors qu'ils disent quelque chose, c'est peut-être leur vérité. Et certains pensent vraiment faire ce qui est juste dans un contexte. Ce n'est pas toujours pour servir un dessein néfaste. Et il s'agit vraiment de se poser comment utilisons-nous la Bible et comment, après tant d'années d'études théologiques, faire de la théologie dans les églises, comment ça se fait qu'on ait une vision si simpliste de Dieu et du monde et de la Bible? C'est vraiment incroyable. Et voilà, il ne faut pas tomber pour les réponses les plus faciles finalement. Pour ce qui est de la liberté, ces technologies s'assimilent parfois à une promesse de liberté. Mais en fait, c'est plutôt l'opposé qui se produit. Nous sommes manipulés, réduits à une succession de chiffres et de données, et nous sommes dans un dilemme. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Cela a lieu maintenant envers et contre nous-mêmes, finalement. Et on se rend compte qu'on essaie de naviguer dans cet univers et parfois on peut perdre pied et se noyer. Merci beaucoup. Merci Anita, très intéressant comme réflexion. J'aimerais revenir à une des questions que vous avez abordées dans votre discours avant de vous demander votre opinion. Je vais revenir à Tania. La question est la suivante. Comment arriver à une critique de nos cadres technologiques en utilisant ces évolutions technologiques? Je crois que ça va main dans la main avec une autre question. Quel est le rôle actif que nous pouvons avoir? Jusqu'où pouvons-nous aller? Réponse. La réponse est oui. Je pense vraiment, comme l'a dit Anita, nous avons une idée un peu naïve de la technologie. Par exemple, les enfants ne savent pas comment utiliser ces technologies. J'ai lu un documentaire sur les médias sociaux et l'un des mondes les plus riches, comme Bill Gates, ne permet pas à ses enfants d'utiliser les médias sociaux. Pourtant, ils ont un peu plus de 10 ans. Du fait de la conséquence de l'utilisation de ces technologies sur le cerveau des enfants.
et même sur l'impact sur leur développement. Et nous utilisons parfois un peu tout ce qui est à disposition et nous l'utilisons tout le temps. Nous avons les technologies, nous n'avons pas la technologie depuis le début de notre vie sur Terre, bien sûr, donc c'est assez raison. Et maintenant, la technologie un peu partout, même dans le secteur agricole. Et la technologie nous permet de mettre en point des lunettes qui nous permettent de mieux voir. Donc, on voit que la technologie voilà, ont diverses applications. Il faut savoir qui utilise ces technologies en tant qu'être humain. Marcelo l'a dit, nous avons notre libre arbitre, la possibilité de penser rationnellement et dire comment utiliser cela et comment l'utiliser de manière utile pour nous servir nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Nous ne devons pas aller dans cette réflexion en disant que les entreprises technologiques sont énormes, oui, et nous utilisent comme des produits, et Marcelo l'a dit, et de croire qu'en fait, de ce fait, ils veulent le meilleur pour nous. Nous avons la possibilité d'utiliser la technologie d'une bonne manière. Ce n'est pas quelque chose qui est bon ou mauvais intrinsèquement, c'est notre jugement, notre utilisation de cette technologie qui nous permet ou pas d'en faire un bon ou mauvais usage qui puisse nous servir nous-mêmes et notre société. Donc, c'est important de le rappeler. L'historien Harari l'a dit, je suis d'accord que l'idée des technologies, la technologie nous donne une certaine liberté, mais qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté de choix ou simplement la liberté de choix entre différentes options? Merci. Anita, it's your turn. What do you think? Anita, quelle est votre opinion? Vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Non, c'était la question que vous aviez posée. Dans quelle mesure sommes-nous ouverts à la critique dans nos avancées techniques, technologiques? Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce qui se produit. Alors, tout simplement, savoir, oui, dans quelle direction nous allons, ce n'est pas une chose facile. Mais dans nos églises traditionnelles classiques, je ne sais pas si elles sont très ouvertes ou en tout cas comment elles accueillent ce défi posé par la technologie. À savoir comment pouvons-nous célébrer la créativité, le travail humain sans aller trop loin, sans franchir cette ligne. Car si vous pensez aux connaissances scientifiques et à tout le travail qui a pu être fait dans le domaine médical, vous savez, nous ne sommes pas des médecins, mais nous travaillons sur ces connaissances. I'm just using that phrases because it's actually recognized phrases in the academic world in reflecting on this. Et certes, nous souhaitons mettre en avant certaines de ces connaissances. Et ce, au-delà de la Bible, de ce que nous savons, je pense qu'il y a tout un cadre théologique à revoir, à mettre en lien avec l'éthique. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, en tout cas, dans les communautés, qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, il y a vraiment tout un travail à mettre en place autour de ces technologies. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne pensent absolument pas à ces questions que nous nous posons.
that many people will never cross people's minds. So, and that makes our responsibility even bigger. How do we C'est vrai que go nous avons une responsabilité. How does it filter through? Comment manipulons-nous, comment utilisons-nous cette information et comment pouvons-nous la présenter à une personne lambda pour qu'elle puisse la comprendre? Thank you. That would be my response. But Voilà, donc honestly, c'était I'm really ma réponse. Mais en tout cas, je dois dire que je suis vraiment impressionné par le travail du Conseil œcuménique et des églises, surtout à cette étape-là. Merci. Thank you, Anita. Thank you so much. And I think this discussion is indeed very important and very Oui, cette discussion est vraiment importante. Je pense que c'était vraiment le moment de l'avoir. J'aurais une dernière question. Je vais la poser à Marcelo. La transformation des espaces numériques. Un petit instant. Non, c'est pas la bonne question. Comment pouvons-nous lutter contre l'hégémonie des plateformes lorsque nous utilisons leurs outils pour être en réseau? Es una gran pregunta. C'est une question très intéressante. De la misma manera, por decirlo de una forma fácil, de la misma manera que, aunque seamos críticos de nuestro Alors, c'est sistema vrai que même si nous pouvons une critique à l'égard de notre système économique, c'est là où nous évoluons, c'est là où nous vivons. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Alors après, c'est vrai qu'on peut s'éloigner des réseaux sociaux. Ce sont des outils intéressants aussi pour le travail. hacia la destrucción de estas redes sociales. Pero sí Mais hay diferentes maneras qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit ces réseaux sociaux? Je ne sais pas, donc je pense aux gens qui peuvent travailler dans la cybersécurité et peut-être qu'ils auraient une réponse beaucoup plus technique et concrète pour produire des systèmes de sécurité, pour préserver nos données, notre confidentialité. Donc, si vous voulez, d'un côté, il faut faire attention, une chose à apprendre, tout un langage que nous pouvons apprendre, et aussi apprendre à gérer nos informations, accepter les cookies ou non. Et puis surtout rester attentif et comprendre qu'à chaque fois que nous allons télécharger une application, et il faut être au fait des conditions générales. Et c'est vrai que souvent, on coche et on accepte gratuitement de rendre disponible, de confier nos informations personnelles. C'est pas vraiment forcément une question de participation ou de non-participation, mais surtout de comprendre, hein, je le dis bien au niveau personnel, donc de comprendre qu'il y a une manière de réduire un peu les dommages liés à notre participation sur certaines plateformes. Et un autre point intéressant serait de pouvoir utiliser ces systèmes. Il y a peut-être un ingénieur aussi qui pourrait s'y connaître beaucoup mieux que nous. Hacia la lucha más corporativa como organizaciones basadas en la fe Et y puis el cumplimiento. après, peut-être aussi que nous pourrions tout simplement nous mobiliser, nous organiser. Il y a des luttes qui sont possibles lorsque nous achetons une licence Windows pour nos églises, pour nos institutions, pour nos universités. Alors, nous réclamons, je dirais, cette hémogénie. Toutefois, si nous souhaitons mettre en place un militantisme plus puissant, plus fort, alors on pourrait travailler avec les universités, les églises, les organisations, nous fédérer et tout simplement dire on va proposer tel logiciel au lieu de payer les suites Microsoft ou Apple. Je dirais vraiment que la bataille qui se pose, c'est le contre-discours et la réglementation. Si on ne peut pas échapper, je ne dis pas qu'il faut échapper à cette technologie parce qu'elles ont des côtés positifs, mais il faut qu'elles soient réglementées
Et il faut aussi pouvoir générer la réglementation qui va régir, je dirais, qui va, oui, ces monopoles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui travaillent sur ces questions, sur le plaidoyer. Je pense à l'OMC aussi et d'autres institutions, organisations de la société civile qui travaillent dans ce domaine. Merci à vous. Thank you, Marcelo. Merci, Marcelo. Maintenant, j'aimerais redonner la parole à Anita, qui a levé la main. Maybe not. Non, peut-être pas, elle l'a peut-être pas fait volontairement. Sorry, no, I think maybe I didn't take it off. No, I don't have my hand up again, sorry. Non, excusez-moi, c'est une erreur. That's perfect, because then we are perfectly in time to close this session. Très bien, eh bien, And this maintenant, discussion. I wanna thank nous sommes donc ponctuels à temps. J'aimerais remercier Tiana, Anita et Marcelo pour leur point de vue, leur participation et d'avoir exposé autant de sujets. Je sais qu'à n'en pas douter, nous allons avoir énormément de travail dans les mois, années à venir, avec bon nombre de défis qui se posent, mais je reste positif. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Maintenant, je vais redonner la parole donc, de Berlin à Berlin. Nous avons un autre discours, Zico Lechner, qui est avec nous. Il est le vice-directeur de la division pour les religions au bureau des affaires étrangères. Et nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Merci. Merci à vous et c'est aussi un plaisir pour moi d'être présente et de pouvoir participer à votre discussion. Alors, je travaille pour la division des affaires étrangères, donc j'ai déjà travaillé pour ma part dans le domaine religieux et j'ai été impliqué dans le monde œcuménique et en raison de mes connaissances, de mon travail passé, je suis heureuse de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui. Il y a quelques semaines, un collègue de mon bureau nous a dit qu'au cours de la dernière année, nous avons été plus proches de nos partenaires. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas nécessaire d'attendre de se retrouver face à face, que nous pouvions déjà communiquer ensemble. Et je veux dire que c'est une expérience que nous avons probablement tous vécue et cela a été une découverte importante pour le travail de nos réseaux. Toutefois, s'il est vrai que ces réunions ne vont jamais remplacer des rencontres présentielles, nous devons en tout cas les utiliser et nous en réjouir. Parmi les thèmes abordés ce matin, c'était la masse critique et ce que nous pouvons faire. Que puis-je dire sur ce sujet? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre potentiel. Le CE a plus d'une centaine d'églises, plus d'une centaine de pays dans plus d'une centaine de pays avec bon nombre de membres. Aussi, vous avez, pour votre part, le potentiel de fixer vos normes et de partager, mais aussi de façonner énormément de choses dans ce cadre. Et je vous encourage à le faire. En tant que bureau étranger donc de l'Allemagne, nous pensons au pouvoir des acteurs de la société civile. Et dans ce cadre, des acteurs confessionnels jouent un rôle important. Et ce, dans bon nombre de pays, ils recueillent la confiance de leur société. Ils travaillent en matière de justice sociale avec différents partenaires et différents acteurs de la politique étrangère. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir travailler de concert avec le Conseil œcuménique des Églises. Nous sommes aussi heureux de pouvoir soutenir cette conférence ici, mais aussi bien d'autres activités que vous avez mises en place cette année. Et c'est au fur et à mesure que vous vous acheminez à votre prochaine assemblée qui aura lieu à Karlsruhe l'an prochain. Et nous sommes heureux de savoir que cette
assemblée aura lieu pour la première fois en Allemagne. Nous serons de vos côtés, nous allons vous soutenir et nous espérons aussi pouvoir apprendre et faire partie de vos échanges et ces discussions. Encore une fois, merci et à n'en pas douter, les discussions pour les prochaines séances seront très fructueuses. Merci à vous. Oui, j'ai entendu des applaudissements dans la salle. Je ne sais pas où, je pense qu'il y a des gens, en tout cas ici, dans la salle, qui ont pu, non pas seulement applaudir sur Zoom, mais applaudir, en tout cas, comme on a pu l'entendre ici. Merci à vous, merci pour votre participation. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je dis que demain commence aujourd'hui, notre avenir est à écrire, il s'inscrit dès aujourd'hui. Je vous invite à tous penser à la meilleure manière d'utiliser vos potentiels pendant le déjeuner ou, je sais pas, le petit déjeuner en fonction des personnes. Et on se retrouvera à 13 h, donc pour ce qui est de l'heure d'Europe et d'été européenne. Voilà, donc on se retrouve à 13 h.